Bien. OK. Alors, il y a peut-être un point sur lequel, de la semaine dernière, sur lequel je veux revenir. Ce n'est pas pour corriger une erreur dans les 5 dernières minutes. Donc là, tout était correct, enfin, je l'espère. Mais c'est pour préciser un point qui a trait aux informations partielles, aux observations et aux informations partielles. Donc j'avais écrit un système que je vais réécrire très général, et puis j'avais dit, bon, voilà comment on peut approcher le problème dans le cas où il y a, en faisant une hypothèse structurelle, il me semble de mémoire, c'était marqué hypothèse 1, et de dire que dans la dynamique d'une partie du système, il n'y avait pas la composante non observée qui intervenait dans le coefficient de diffusion. Donc je voudrais revenir juste là-dessus pour faire une remarque, et puis après je vais reprendre le cours normalement sur les informations partielles. Donc on avait quelque chose comme ceci, et puis donc il y avait la question de YT ici, et de alpha t, dWt, ensuite plus B de xt, yt, donc alpha t est le contrôle, xt est la partie observée, donc ce qui est observé c'est xt, ce qui est connu, le contrôle c'est un contrôle alpha t, bon, qui est entre guillemets xt adapté, c'est-à-dire qui ne peut dépendre que de ce que l'on observe. Et les fonctions sigma, b, et puis toutes celles qui vont apparaître sont supposées connues. Et yt n'est pas observé. Et donc je vais écrire rapidement la dynamique sur yt, mais c'était le problème, la seule hypothèse qui a été faite, ça avait été de dire sigma ne dépend pas de y. Et à ce moment-là, on avait une généralisation de l'équation de Sakai. Bon, donc j'aurais écrit par souci de complétude rapidement la dynamique générale, donc je ne sais plus comment j'avais noté ça, delta de xt, yt, alpha t, dzt, où zt est un brownien indépendant de w, et plus bêta de xt, yt, alpha t, dt. Bon, alors donc, une sorte d'équation généralisée de Sakai, OK, si sigma est indépendant de y. C'est ce que l'on a vu la semaine dernière. Donc, je voulais revenir sur cette hypothèse pour bien montrer que ce n'est pas simplement une hypothèse technique dans l'approche suivie la semaine dernière, parce que j'étais un peu vague là-dessus. Donc, je veux vraiment préciser pour montrer que ce n'est pas forcément la fin de l'histoire, mais qu'il y a un vrai changement si sigma dépend de y. Et la raison en est simple, c'est-à-dire que quand on connaît un processus comme ceci, on observe donc sa variation quadratique. Et sa variation quadratique, donc xt, bien sa variation quadratique est donc observée. Et d de sa variation quadratique, c'est sigma carré de xt, yt, alpha t. Donc on connaît sigma carré, on connaît xt, on connaît alpha t, et ça nous donne beaucoup d'informations sur yt. Donc ça veut dire que yt, il est quand même observé à travers le sigma. Donc si sigma dépend de y, on peut être dans des situations où en fait on connaît y. Je vous donne un exemple très simple. Vous avez un sigma de xt alpha t fois yt, eh bien ça veut dire que yt carré est observé. Bon, alors donc on n'est plus du tout dans la même problématique. Il ne nous reste plus qu'à connaître le signe de yt. Si par hasard on a une composante qui est positive, ça veut dire qu'on l'observe totalement. Donc attention, ce n'est pas rien qu'une hypothèse technique, parce que sinon on va récupérer énormément d'informations sur y. Donc ça fait partie de la problématique de supposer que sigma était indépendant de y et l'hypothèse naturelle. Bon. Ensuite, donc maintenant, je vais revenir à la mise en place de l'étude de ces problèmes de contrôle de processus conditionnés en parlant de conditionnement dynamique, et j'avais pris comme exemple l'exemple de conditionner
par le fait de ne pas sortir d'un domaine. Donc, je rappelle les rappels de notation. Un domaine D dans RD, par exemple. Domaine borné, régulier, etc., etc. Donc, un bon domaine dans lequel on va avoir un processus dxt égale dwt plus alpha t dt. On va se x0 démarrant d'un point que je vais noter x0 dans D, dans D bar, mais dans D parce que sinon on sera sorti tout de suite. On notera pour le point x0 de départ x0, on notera taux x0 le premier temps de sortie, donc c'est l'inf dt positif tel que xt n'appartienne plus à D, c'est-à-dire tel que xt, comme ceci est non dégénéré, tel que xt touche le bord, donc la première fois qu'on touche le bord, la première fois qu'on meurt, la première fois qu'on fait faillite, etc., etc. Enfin, la première fois, le premier temps où ça peut être le dernier aussi. Bon, alors donc, et le type de fonction Q, donc je vais commencer par, je rappelle rapidement les deux exemples simples. Donc, premier exemple, E, sous-entendu du point de départ, G de x grand T, donc un horizon donné, donc là-dedans, grand T est un réel dans 0 à l'infini donné, conditionné par le fait que taux x soit plus grand que t, qu'on ne soit pas sorti taux x0 soit plus grand que t, et minimiser ceci par rapport à tous les alphas, entre guillemets, qui sont qui sont tels que toutes les valeurs prises par alpha est majorée par une constante L qui mesure la taille du contrôle. Voilà un premier exemple. Un deuxième exemple. Et une fois qu'on a compris comment marchaient ces deux exemples, c'est-à-dire comment on gère un coût terminal, comment on gère un coût intégral, le caractère très très spécifique en apparence de la dynamique de la structure de coût et évidemment sans importance, les généralisations se font sans la moindre difficulté. Donc l'autre possibilité, c'est de dire je prends tous les alphas et je vais avoir un coût intégral. Donc d'habitude, on met l'espérance en même temps que l'intégrale. Là, je la mets bien après à cause du conditionnement. Et que c'est de dire que quand on est sur l'intervalle t plus tt plus dt, on est dans la partie où on suppose qu'on n'est pas encore sorti à l'instant t. Et ce n'est pas le même conditionnement, c'est vraiment un conditionnement dynamique. Ce n'est pas le même conditionnement que de dire on n'est pas sorti à l'instant grand t. Parce qu'il peut y avoir des trajectoires qui sortent entre les deux temps. Donc, l'espérance, ici, un coût qui dépend de la position, je sépare à nouveau ce que je disais à l'instant sur les exemples, alpha t carré, conditionné par taux x supérieur à t. Et bon, on peut rajouter un coût final, oui, tout y est. Plus g de xt, donc avec toujours une espérance, taux x 0 supérieur à grand t. Bien. Alors, plusieurs observations. C'est quoi les contrôles et qu'est-ce que ça veut dire le conditionnement? Bien. Alors, le conditionnement là-dedans, donc, quand je suis en train de prendre une variable aléatoire et que je conditionne par taux x0 supérieur ou égal à t, ceci, par définition, c'est E de y fonction indicatrice de taux x0 supérieur ou égal à t, divisé par la probabilité que taux x0 soit supérieur ou égal à t. Hein, c'est bien que de dire qu'on se restreint uniquement aux trajectoires qui ne sont pas sorties et on a changé la manière de sommer par rapport à ces trajectoires puisqu'on a d'une certaine manière changé de probabilité. On a changé de loi. C'est la loi conditionnée. On renormalise par ceci. Ce changement de mesure, ce changement de poids sur les trajectoires
il est d'autant plus violent, et je n'aborderai pas ici, au fond, on verra. Il est d'autant plus violent que le conditionnement s'exerce sur des temps longs. En effet, la probabilité que taux x0 soit plus grand que grand t, si alpha est un contrôle fixé, cette probabilité, elle tend vers 0 quand t tend vers l'infini, parce qu'on finit toujours par sortir d'un domaine borné. Et non seulement elle tend vers 0, mais elle tend exponentiellement vite vers 0, le coefficient exponentiel étant lié à la première valeur propre de l'opérateur associé. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on est en train de conditionner par un événement qui est de plus en plus rare, et donc de modifier de plus en plus violemment la loi. Bon. Donc ça, c'est... Et donc, les comportements en temps long sont complètement différents. En temps court, on doit être assez proche d'une situation sans conditionnement, parce que si on part de l'intérieur, il faut un peu de temps pour y arriver. Bon, avec le mouvement brownien, on peut le faire aussi vite qu'on veut, mais la probabilité est très faible que ça se produise. Donc là, on conditionne par quelque chose qui est de probabilité quasi 1, mais quand le temps augmente, les modifications sont de plus en plus fortes. Donc, première question, c'est comment on peut essayer d'aborder ceci, étant entendu que la programmation dynamique, j'ai déjà expliqué la semaine dernière, il n'y a pas de raison, a priori, on ne sait pas comment l'appliquer. L'argument de la programmation dynamique, on ne peut pas l'appliquer facilement. Et ça, c'est la première objection. La deuxième problème, c'est quel contrôle? Et le troisième problème, c'est comment on retombe sur nos pattes avec la programmation dynamique. Alors, donc, déjà, que peut-on dire de ces problèmes? Et puis, une autre question, c'est que si vous prenez D, pour simplifier, est une boule de rayon R, et que vous faites tendre R vers l'infini, si le domaine est de plus en plus grand, le conditionnement devient de plus en plus inexistant, puisque sortir très très loin, ça devient quasiment impossible, et donc vous vous attendez à récupérer des problèmes que l'on aura analysés, de récupérer le contrôle stochastique habituel sans conditionnement. Bien. Toujours cet exemple un peu brutal, si le conditionnement est lié, la sortie c'est lié au décès d'un agent, eh bien il est clair que si tout le monde vit de plus en plus longtemps, voire devient immortel, eh bien se comporter comme si on était immortel devient exact. Bien. Donc comment ça mathématiquement on va retrouver cette cohérence des approches? Alors, sur les problèmes, il y a une autre difficulté que je veux mentionner, c'est que les alpha-t sont naturellement des contrôles qui sont adaptés à la tribu brownienne. Là, on observe tout, hein, adaptés à la tribu brownienne, c'est-à-dire à sigma des deux, à la plus petite tribu, à la tribu engendrée par le brownien jusqu'à l'instant t. Donc, on observe tout jusqu'à l'instant t. Et que dans le cas de la programmation dynamique classique, c'est-à-dire sans conditionnement, on sait, théorèmes généraux, qui dans ce cas-là sont assez simples, consistent à... on sait que prendre des contrôles généraux ou prendre des feedbacks, c'est la même chose. Ici, comme on n'a plus la programmation dynamique, on ne sait pas. Donc on va regarder deux problèmes. L'avantage de commencer par les feedbacks, c'est que c'est plus simple. Donc, premier sous-problème, c'est prendre que des feedbacks. Donc, dans le premier exemple, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on va regarder toutes les fonctions mesurables de petit t et de x, mesurables à valeur dans la boule de rayon L, mesurables par rapport à t et x, et qu'on résout dxt égale dwt plus alpha de t et de xt dt, c'est-à-dire en d'autres termes que lorsque l'on a fait ce choix-là, on a
on a donc choisi implicitement des contrôles qui sont alpha t égale alpha de t et de xt, c'est-à-dire des contrôles dont les valeurs sont générées par l'état du système. Avant, il y a longtemps, on parlait, à la place de feedback, on parlait de boucles de rétroaction, etc., de boucles de rétroaction, enfin, je ne sais plus, il y avait toute une terminologie que j'ai même fini par oublier, tellement elle était barbare. Donc, on est passé à l'anglicisme qui contient bien la notion de boucle. Bien, donc ça sera d'une certaine manière un peu plus simple à analyser, mais quand même, il n'y a pas de raison. Je veux dire, un problème de contrôle stochastique, c'est pas forcément se restreindre à la feedback. Si d'aventure, a posteriori, on sait que les deux problèmes, comme c'est le cas dans le contrôle stochastique sans conditionnement, si d'aventure on sait, où on démontre, où on réalise que les deux problèmes sont les mêmes, tant mieux. Mais donc, il y a les contrôles généraux. Donc, on a deux exemples et en fait deux problèmes. Et on va les étudier les uns après les autres. Alors, évidemment, traiter les deux exemples, une fois qu'on aura compris un exemple, traiter l'autre sera simple. Le passage de i à 2i, il y aura une modification de point de vue. Après, on pourra unifier les deux points de vue pour les comparer. Néanmoins, je peux d'ores et déjà vous dire que si vous prenez l'exemple 1, par exemple, et a fortiori l'exemple 2, mais si vous prenez l'exemple 2, l'infimum sur les contrôles généraux, a priori, il est inférieur ou égal à l'infimum sur les feedbacks, puisque les feedbacks sont des contrôles particuliers. Et donc, ce que l'on verra, c'est que dès que G n'est pas constante, alors si G égale constante, ce problème il n'est pas trop dur, puisque effectivement, cet infimum, il est indépendant du contrôle. Alors évidemment, tout est égal à tout, et donc l'infimum sur les feedbacks, il est automatiquement égal à l'infimum sur tous les contrôles, et il est égal à ce qu'on trouve avec n'importe quel contrôle. Donc dès que G n'est pas constante, donc hormis ce cas trivial, l'infimum sur les contrôles généraux va être strictement plus petit que l'infimum sur les feedbacks. Donc c'est que, à cause du conditionnement, on aura intérêt à ne pas prendre des feedbacks. On comprendra la structure de ces contrôles généraux, c'est-à-dire qu'ils seront stochastiques, mais en fait, ce sera des feedbacks sur un état plus complexe. Bien. OK. Et pas des feedbacks simples comme dans le contrôle stochastique classique. Bien, donc voilà ces longs rappels, la présentation de ce qui va suivre. Et puis, il y a tout un tas de questions, le comportement en temps long, etc., puisque il y a, a priori, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une certaine forme d'ergodicité là-dessus en temps long. Mais je reviendrai là-dessus. Et en fait, du point de vue des probas, lorsque sans contrôle, donc, le comportement en temps long de processus conditionné par le fait qu'il ne soit pas sorti et l'apparition de mesures stationnaires pour ce processus conditionnel, ça porte un nom, ce ne sont pas des mesures stationnaires puisque c'est pour un processus conditionné, ce sont des mesures qu'on appelle quasi-stationnaires et ça joue un assez grand rôle comme état, des sortes d'états métastables. Tant qu'un événement ne s'est pas produit, eh bien, on peut voir longtemps un état relativement stable, un état en sens de la stationnarité stochastique. Donc, mesure quasi stationnaire. Je ne suis pas sûr de reparler de ce comportement en temps long, en tout cas aujourd'hui. Bien. Ça fera le lien aussi avec le cours il y a 2 ans sur l'ergodicité. Alors, donc, allons-y. Donc, on va commencer par, si tout ça c'était une longue introduction, donc grand 2, donc on va dire grand 1, c'est le rappel sur le problème. Grand 2, on va, deuxième partie, on va étudier le cas de feedback. Alors, que peut-on faire sur ce bazar-là?
Et puis, je vais commencer par l'exemple 1, qui est le plus économique en notation, le plus simple à... Même si les maths ne sont pas plus compliquées dans l'exemple 2, c'est plus simple à manipuler, il y a moins de trucs. Bien. Alors, sur l'exemple 1, et dans le cas de feedback, eh bien, ce que l'on observe, c'est que chacun de ces morceaux-là, donc quand je regarde E de G de xt, 1 de taux x supérieur à grand T, et E de 1 de taux x supérieur à grand T, ben, ces deux objets-là résolvent des EDP paraboliques, enfin, des équations à dérivée partielle Kolmogorov, du style de, bon, je triche un peu avec les dépendances en temps et le sens du temps, donc comme de toute façon, je vais vous expliquer que ce n'est pas ça qu'il faut faire. L'exactitude n'est pas indispensable, mais ça résout des EDP, c'est pour ça que je mets ça, parce qu'en fait, il faudrait que j'introduise de temps, que je regarde les trucs de manière rétrograde, je n'ai pas envie de le faire, c'est long à écrire, je fais simple. Donc, si on a un feedback, bien, c'est comme si on avait changé la dynamique du problème, et donc on a a priori la solution de cette équation-là, et typiquement, ça c'est la solution en petit x et grand T. Ce n'est pas vrai parce qu'alpha dépend du temps, donc bon, il faut faire un peu attention. OK, avec U en t égale à 0 égale à g, et U sur le bord du domaine est égal à 0. Et donc, on a un problème de minimisation qui est une minimisation sur toutes les fonctions alpha à valeur dans la boule de rayon L. Donc, U, ça sera G, et puis c'est la première, c'est le numérateur, et pour le dénominateur, je vais l'appeler V, et G était remplacé par 1 pour V, c'est-à-dire on a la même solution de cette équation-là, à part qu'on a la condition initiale qui vaut 1, et tout simplement, si on est à l'intérieur, en temps 0, on n'a pas le temps de sortir, donc la probabilité de sortir, elle vaut 0, la probabilité de ne pas être sorti, elle vaut 1. Si on est au bord, la probabilité d'être sorti, elle est 1, puisqu'on est déjà sorti. Donc voilà les conditions aux limites qui se trouvent là. Et donc on a a priori ici quelque chose qui ressemble à U de x0 grand T divisé par V de x0 grand T. Et on a une sorte de problème de contrôle d'équation parabolique, puisqu'on minimise un certain critère, qui est U de x0 sur V de x0 de t, et dans le critère apparaît la solution de deux EDP. En fait, c'est la même EDP, mais avec des conditions aux limites différentes. Donc on a un état du système qui est UV. Le contrôle intervient pour définir la dynamique de l'état du système. On a un critère qui dépend de cet état du système, ici U sur V, et on minimise. C'est un problème de contrôle d'EDP, avec deux EDP. Alors je ne vous cacherai pas que j'ai commencé par faire ça. C'est naturel, c'est simple, en écrivant bien les temps, mais là, c'est pas très gênant. Ce que je dis là est quand même exact, modulo que le alpha n'est plus tout à fait le même, c'est grand T moins petit t, enfin bon, peu importe. Le seul problème, c'est que donc vous allez avoir les deux équations. Si on essaie d'obtenir des conditions nécessaires, nécessaires d'optimalité, ben vous allez avoir les deux états du système. À chaque état, il faut introduire l'état adjoint. Et donc, le système d'optimalité pour un contrôle optimal, ça fait apparaître 4 EDP que j'ai commencé à manipuler, à regarder. C'était assez dégueulasse. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait des simplifications. Puis, je me suis dit, non, c'est pas possible, c'est complètement idiot. C'est la même EDP.
Donc on doit pouvoir être beaucoup plus économique en termes de formulation du problème. Et pour ce faire, il est bien mieux, et c'est ça qui va nous sauver pour étudier les contrôles généraux, il vaut bien mieux regarder la loi conditionnelle et dire que, bien entendu, le U et le V, à travers ces espérances, se sont construits à l'aide des lois conditionnelles. Donc, au lieu de résoudre Kolmogorov, on va résoudre, si vous le voulez, Fokker-Planck. Au lieu de résoudre Kolmogorov, comme j'ai changé de temps, rétrograde, on va résoudre Kolmogorov dans le sens du temps, c'est-à-dire résoudre, d'une certaine manière, introduire la solution fondamentale, la fonction de Green, si vous voulez, du problème qui est là-bas. Donc là, maintenant, le sens des temps va être bon, c'est-à-dire qu'on va introduire quelque chose qui est une loi, donc on considère la solution, donc je vous donne la version analytique, la solution P de dP sur dt, moins 1,5 de Laplacien P, l'opérateur adjoint, donc moins alpha gradient U, ça va devenir plus divergence de alpha P, et donc ça on va le garder parce qu'on va l'avoir sans arrêt. P à l'instant 0 qui vaut un certain P0, je vais revenir dans un instant sur le P0, et P sur le bord du domaine vaut 0. Donc ce n'est pas la loi conditionnelle, c'est, si je voulais utiliser les mêmes expressions que celles qu'on a utilisées pour les informations partielles et pour Zakai, ce serait la loi non normalisée. Puisque, en effet, les particules bougent de manière stochastique, leur densité est P, à partir d'une densité initiale qui est P0, et simplement, il y a des particules qui sortent en touchant le bord, donc il y en a de moins en moins. Donc, effectivement, l'intégrale de P diminue. Et ça, vous le voyez en intégrant cette équation, il y a un terme de bord, ce terme de bord a un signe, et ça correspond au flux de particules sur le bord, toutes celles qui sortent du domaine. Bien. À ce moment-là, la quantité qui est E de G de xt 1 conditionné par le temps de sortie supérieur à grand T. Et comme je me suis permis non seulement de prendre P0 égale une masse de Dirac au point x0, ce qui était le problème de départ, mais de dire que je peux aussi probabiliser les conditions initiales suivant la loi P0. Donc si P0 est égal à delta x0, c'est le problème de départ. Et je l'ai même généralisé, et ça sera utile. Parce que dans un instant, la variable, ça sera P0. Donc je généralise, je fais rentrer le problème. Pour l'instant, il suffit de prendre P0 égale delta x0 dans une classe un peu plus générale de problèmes. Cette expression où donc x0 est égal à x avec la loi P0, donc c'est une variable aléatoire qui a comme loi P0, eh bien, à ce moment-là, cette expression est simplement donnée par l'intégrale de Gp, mais il faut normaliser parce qu'on peut avoir perdu des particules qui sont sorties, et donc divisé par l'intégrale de P. De sorte que maintenant, le problème qui était là-bas devient un brave problème de minimisation de l'intégrale de Gp, tout ceci de P de grand T, c'est à l'instant grand T, G est fixe, divisé par l'intégrale de P de grand T, où P vérifie cette équation que j'ai quand même appelée Fokker-Planck. Donc P résout Fokker-Planck, et je minimise par rapport à toutes les fonctions alpha de t et de x qui, en norme de sup, c'est des fonctions mesurables, donc c'est en norme L infinie, et mesurées par L. Et là, c'est bon,
on a un état du système qui est P, on a un critère qui dépend de P, et on a un problème de contrôle optimal d'équation de Fokker-Planck. Donc, les critères que l'on obtient sont assez inhabituels. Ce n'est pas du tout le genre de critères que les gens ont regardé pour du contrôle d'équations paraboliques. C'est fondamentalement du contrôle d'équations paraboliques, mais écrit plutôt sous forme conservative. Évidemment, pour ceux qui connaissent bien les MFG, ben on sait que dès que l'on écrit un problème de contrôle d'équation de Fokker-Planck, ben c'est un cas très particulier de MFG. Donc on doit s'attendre à avoir des conditions nécessaires qui sont le système de MFG, mais ce sont des MFG dans lesquels on a un principe d'optimisation. C'est dans la terminologie des MFG, ce sont les MFG dans lesquels il y a un grand planificateur qui s'est débrouillé pour que tout le monde fasse exactement ce qu'il veut tout en ayant l'impression de faire le mieux qu'il peut. Hein? C'est-à-dire qu'on a équivalence entre un point de vue centralisé et des points de vue d'optimisation personnelle de chacun des agents. Décentralisation, centralisation, tout se passe bien dans ce cas-là. Donc c'est un cas très particulier de MFG. Je vais néanmoins le regarder un tout petit peu parce que même dans le contexte des MFG, le type de critère qui est en jeu n'est pas standard. Donc on va un petit peu regarder les modifications qui apparaissent en termes d'équations. Avant d'analyser ceci, bon alors je vais donner, je n'ai même pas envie d'appeler ça un théorème, parce que c'est une fois qu'on a eu cette idée, ça devient assez simple. Donc ça, je peux l'effacer. Alors, la proposition bon, alors, il existe un contrôle optimal. Bon. Ça, c'est en fait très simple. Voilà. C'est simple ici, vu le type d'équations qui sont en jeu. Je l'expliquerai rapidement. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Pour tout contrôle optimal, bon, alors contrôle optimal, vous avez bien, les choses sont assez claires. C'est évidemment un alpha qui est un point de minimum de cette expression. D'ailleurs, stricto sensu, avec des notations un peu pédantes, c'est des choses qui m'ont marqué dans mon enfance. Tant qu'on ne sait pas qu'il y a un minimum, un problème, ça doit être un infimum, et puis à partir du moment où l'infimum est atteint, c'est un minimum. Donc l'infimum est un minimum. En d'autres termes, il existe un point de minimum, et que pour n'importe lequel de ces points, je dis n'importe lequel parce qu'en général, il n'y a pas unicité, je ne vais pas le redire, mais je vous ai déjà parlé d'un exemple, à savoir G constant, prenez G égale à 0, quel que soit le contrôle, on a toujours le même résultat. Donc, il y a une formidable non-unicité en général. C'est normal. On s'attend à ce que le critère, c'est-à-dire la minimisation, puisse éventuellement être caractérisé de manière unique. Le contrôle optimal, en général, est non unique. On peut regarder des situations où il y a de l'unicité, mais franchement, c'est quand même ultra rare. Pour tout contrôle optimal, il existe U. Ce sont des fonctions assez régulières, un tout. Et grosso modo, c'est toujours la régularité maximale que l'on attend dans une équation parabolique. Donc, qui est liée ici au alpha. Donc, vous voyez que la alpha est bornée dans L infini. Donc, ça, c'est la dérivée dans L infini. Et ça veut dire que le gradient de P est presque L infini. Donc, P en espace est presque lipschitsien. Il est dans BMO, enfin bon, peu importe. Enfin, sa dérivée
seconde est dans BMO. Le gradient P est dans l'infini, non, son gradient est dans BMO, pardon. Et en temps, eh bien, c'est un peu la même chose, c'est au sens où c'est le mieux qu'on puisse apparaître, c'est-à-dire c'est une dérivée en x, dp sur dt est une dérivée en x d'une fonction presque à l'infini, à nouveau BMO. Bon. Donc, la régularité, on la lit, c'est des équations paraboliques, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de difficulté là-dedans. Donc, il existe un U. Ben, le U aussi va avoir une certaine régularité que je ne vais pas écrire, mais qui est déjà assez importante, donc pensez U régulière. Qui vérifie l'équation suivante? Ben, qui vérifie l'équation auquel vous vous attendiez s'il y avait eu du contrôle stochastique, non, la valeur absolue n'est pas là, plus L fois gradient U égale à 0, c'est-à-dire exactement l'équation de Bellman. Exactement l'équation de Bellman s'il n'y avait pas eu le conditionnement. Dans D. Le couplage MFG apparaissant à travers la condition initiale, je dis des bêtises, des conditions finales, puisque le problème est rétrograde, en fait c'est l'état adjoint, U de grand T. Si on avait du contrôle stochastique sans conditionnement, ici on aurait simplement G. On va retrouver G, mais il va être divisé par l'intégrale de P, où P résout l'équation forward, donc là on a le couplage MFG. Et puis il y a un deuxième terme qui est une constante, donc moins C0. Je vais tout de suite insister sur cette constante en le mettant vraiment à part, et ce C0, c'est l'intégrale de Gp divisé par l'intégrale de P carré. Donc c'est indépendant de x, mais ça dépend de P. Donc là aussi, ça crée un couplage entre l'équation de Fokker-Planck et l'équation de Bellman qui est ici. Donc on a quelque chose qui est très proche de la programmation dynamique sans conditionnement, à ceci près qu'effectivement, on a besoin de la loi non normalisée, à savoir le P, pour définir la condition finale qui déterminerait de manière rétrograde, si on avait la programmation dynamique, la fonction valeur. Et le contrôle optimal que l'on a choisi, pour lequel on construit cet état adjoint, eh bien, le P là-dedans étant le P que l'on obtient en résolvant Fokker-Planck pour ce alpha-là, donc tout dépend de ce alpha-là, et le lien entre état adjoint et contrôle optimal est simplement alpha égale moins gradient U divisé par la norme de gradient U, c'est-à-dire exactement ce que l'on aurait dans le cadre de la programmation dynamique sans conditionnement, ceci n'ayant un sens que si gradient U est différent de 0. Sur la zone où gradient U est égal à 0, vous prenez n'importe quel alpha, il n'y a aucune restriction sur le alpha, c'est n'importe quoi dans la boule de rayon L, et j'ai oublié un L. Je crois que là, cette fois, tout y est. Et donc c'est frappant, ce qu'il est frappant, même si lorsqu'on connaît les MFG, c'est naturel de s'attendre à avoir comme équation, comme état adjoint de l'équation de Fokker-Planck contrôlée, de récupérer une équation de HJB. Bon, ça, effectivement, dans les MFG, on s'y est habitué. Là, la structure du problème, le fait qu'il n'y ait qu'un coût final, fait qu'il n'y a pas de couplage au niveau de l'équation, et le couplage étant dans la condition aux limites finales, et j'ai oublié la condition aux limites sur le bord, pardonnez-moi, c'est que U sur le bord du domaine vaut toujours 0. Voilà, alors, je vais vous expliquer
Rapidement, comment obtenir ce résultat? Mais observez bien que ce système d'optimalité dépend de P, qui dépend de la condition initiale P, qui est P0. En particulier, si vous avez des conditions initiales déterminées, ce que vous savez exactement d'où vous partez, c'est-à-dire c'est une masse de Dirac au point x0, et que, bien entendu, le système d'optimalité et le contrôle optimal et le feedback optimal, entre guillemets, dépend du point. Donc ça, c'est déjà un signe que le feedback optimal, c'est une stratégie qui ne dépend plus que du point où on se trouve, mais pas du point de départ. Donc là, on a pour chaque point de départ un, entre guillemets, feedback optimal parmi les feedbacks, caractérisé par ceci, et évidemment, la condition initiale intervient ici. J'ai déjà mentionné non-unicité, on verra plus tard la cohérence avec la programmation dynamique classique, sans conditionnement en faisant tant de domaines vers l'infini. Mais on sent que ça ne devrait pas être très dur, puisqu'on a déjà pratiquement l'équation. À part que ça dépend du point de départ. À la fin, ça ne doit plus dépendre du point du départ. Donc ça, il faudra comprendre ça, mais ce n'est pas compliqué. Bien. Je l'esquisserai. Donc on va démontrer cette proposition, ce résultat, et après j'expliquerai rapidement comment faire l'exemple 2. Alors, l'existence d'un contrôle optimal, ça c'est donc esquisse de démonstration, je ne vais pas tout faire. L'existence, c'est standard. Standard, si vous avez une assez bonne expérience des équations dérivées partielles. Pourquoi? Vous prenez une suite minimisante, alpha n, qui est dans un borné de n infini, donc une suite minimisante, alpha n, qui va converger faiblement, hein, donc éventuellement en oscillant vers un certain alpha pour la topologie faible étoile de L infini. C'est-à-dire que toutes les moyennes contre des fonctions L1 convergent. Les P correspondants convergent très bien, parce que ça, on a la compacité des équations paraboliques. Donc, j'ai déjà indiqué qu'en X, vous aviez presque Lipschitzien, donc vous avez de l'équi-holdérianité en N pour les P. En tout cas, dès que le temps est strictement positif. En temps aussi, vous avez un module de continuité à valeur isobole négative. Il y a des termes de compacité qui vous disent que les Pn convergent, d'ailleurs, même fortement, et même, j'en suis convaincu ici, oui, uniformément. Donc, Pn va converger, ou une sous-suite, quitte à extraire une sous-suite, donc alpha n suite minimisante. Pn converge, là, pour le coup, fortement vers P, par exemple, uniformément, pour T strictement positif. Converge vers, évidemment, maintenant, vous pouvez passer à la limite dans l'équation, P résout Fokker-Planck pour alpha. C'est un simple argument de compacité, hein, avec une difficulté que je vais, enfin, micro-difficulté que je vais maintenant utiliser. Donc, ça, on sait que ça va tendre vers l'infimum. Le Pn converge vers P, l'intégrale de Gpn converge vers l'intégrale de Gp, l'intégrale de Pn converge vers l'intégrale de P. La seule chose, c'est d'être sûr que l'intégrale de Pn ne tend pas vers 0. C'est d'avoir des minorations sur Pn. Et en fait, on a même des minorations ponctuelles, même. Sont OK, parce qu'en fait, pour des équations comme ceci, on a
depuis très très longtemps, des minorations gaussiennes de la solution de choses comme ceci. Donc le principe du maximum dans ce cas-là, mais on a beaucoup plus que ça, le principe du maximum fort nous assure que, donc c'est le principe du maximum fort, mais en fait on a même des minorations explicites, nous assure que effectivement Pn est supérieur à delta strictement positif, en tout cas dès que pour les t strictement positifs, en tout cas Pn à l'instant grand t est supérieur à delta strictement positif dans, sur tout compact inclus dans le domaine. Hein, tout s'annule au bord. Hein, donc attention à ce qu'on dit quand même. K compact inclus dans le bord, alors il existe un delta qui dépend de K mais qui est indépendant de n, tel que Pn soit minoré, c'est le principe du maximum fort. Donc l'intégrale de Pn est certainement uniformément minorée, les choses convergent, il y a un point de minimum. Donc c'est un argument standard pour le contrôle optimal. C'est une bonne situation de contrôle optimal de dp dans lequel, parce qu'on a de la compacité. Hein. On n'est pas du tout dans des situations difficiles du point de vue contrôle optimal de dp. Il y a de la compacité parce que c'est des équations paraboliques, parce qu'on a des bornes, il y a tout ce qu'il faut. Donc là, je suis allé très vite, mais c'est pour des gens qui ont réfléchi à un minimum au contrôle de dp, ils savent tout de suite que c'est évident, et ces arguments permettent de se convaincre qu'effectivement, il n'y a pas de difficulté. Alors, maintenant, évidemment, ce qui nous intéresse, c'est d'obtenir une condition qui est nécessaire. Au fait, je précise qu'il n'y a aucune, à ma connaissance, convexité, propriété particulière du problème qui fait que je sais, si, et je n'ai pas de contre-exemple non plus, que je ne sais pas si cette condition nécessaire d'optimalité est une condition suffisante. Donc c'est dans le sens où si j'ai un contrôle optimal, alors on a le système MFG. Si on a le système MFG, je ne sais pas si c'est un contrôle optimal. Et les seuls cas où on sait faire ça, c'est parce que fondamentalement, on a de l'unicité globale qui provient de la convexité. Là, c'est même pas la peine d'essayer, puisqu'en général, il y a une très forte non-unicité. Donc il n'y a certainement aucune convexité. Bien. Donc, est-ce qu'il y a autre chose? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Je pense que les caractérisations sont très implicites et qu'en fait, ce qu'il faut écrire, c'est l'équation de HJB pour ce problème de contrôle optimal, et je serai obligé de le faire un peu plus tard. Bien. Alors donc, on passe dans la démonstration maintenant, on passe à l'état adjoint. Alors, on minimise quand même sur un ensemble convexe. Donc, si vous vous souvenez de vos cours d'optimisation, on a la caractérisation, la condition nécessaire d'une équation d'Euler pour la minimisation sous contrainte dans un domaine convexe, qui va nous dire que la dérivée de la fonction que l'on minimise dans une direction qui est la différence d'un contrôle particulier avec un contrôle optimal. Donc, en d'autres termes, si J de alpha et le contrôle, le critère, c'est de dire que J' de alpha dans la direction bêta moins alpha doit être positif, quel que soit bêta dans la boule de rayon L. Bon. Et donc, il nous faut calculer ce bazar-là. L'état adjoint va nous servir en fait à calculer J' de alpha, comme il est classique de le faire, puisque, en effet, le critère s'exprime en fonction de P, qui dépend de alpha à travers la résolution d'une EDP, et donc de manière implicite, il va falloir rendre explicite cette dépendance, c'est le calcul par l'état adjoint de la dérivée du critère par rapport à un contrôle, là encore, totalement standard.
Rapidement, de quoi s'agit-il? Donc, si vous pensez que delta alpha, c'est bêta moins alpha, donc je fais une petite variation dans la direction, dans cette direction. Donc, c'est-à-dire que je suis vraiment en train de tester l'optimalité en regardant alpha plus epsilon fois bêta moins alpha, où epsilon est positif, ou h fois, et que je dis qu'en ce point-là, le critère est au-dessus du critère en alpha, et que je prends le taux de variation, puisque h est positif, je vais garder le même signe, et je récupère ce qui est là. Donc, associé à ce processus de dérivation, j'ai évidemment l'équation linéarisée de P par rapport à cette variation. En d'autres termes, j'ai l'équation, j'ai un delta P qui est d delta P sur dt. Je suis en train de faire un calcul de dérivée. Moins 1,5 de delta P, je linéarise, plus divergence de alpha delta P plus delta alpha P. Et la condition, l'inéquation de l'air pour ce problème-ci devient simplement le fait que la dérivée du critère, à savoir l'intégrale de g delta p à l'instant grand t, je l'écris une seule fois, divisé par l'intégrale de p, moins l'intégrale de delta p fois l'intégrale de gp divisé par l'intégrale de p au carré, est positif ou nul, quel que soit bêta. Donc ça, c'est ceci. Bah oui, hein, j'ai fait la dérivation, j'ai mon delta P et j'ai ce bazar-là. Bien. Alors, tout ce bazar-là, cette équation, cette condition, tout ceci, ça peut être réexprimé grâce au U. C'est normal que ça puisse marcher. Essayons de se rappeler rapidement pourquoi c'est le cas. Donc effectivement, pour rendre explicite la dépendance en bêta moins alpha dans cette expression, eh bien, on va introduire l'état adjoint. L'état adjoint, on sait bien qu'il va falloir faire une intégration par partie, et que donc, pour faire l'intégration par partie, il faut prendre... je pourrais faire mieux que ça, mais je vais aller lentement. On va introduire donc, ouais, alors A égale grand A. Je vais écrire grand A pour que les choses marchent bien. On sait ce qu'il faut prendre pour la valeur en grand T, et ça, c'est ce qui apparaissait dans le théorème, c'est tout ce qui apparaît devant delta P à l'instant grand T. Qu'est-ce qui apparaît devant delta P? C'est G divisé par l'intégrale de P, fois delta P. Donc U de grand T, donc A à trouver, pour que ça marche, G divisé par l'intégrale de P. Delta P, il est multiplié par quoi ici? Il est multiplié par 1. Donc la fonction U, si on veut que ceci, ça fasse l'intégrale. Donc je vous rappelle que ça, ce que l'on va vouloir, c'est que ceci fasse U de grand T, delta P de grand T. Et donc vous voyez qu'on n'avait pas de possibilité, ça doit être une constante. C'est 1 multiplié par les deux autres constantes qui sont l'intégrale de Gp divisé par l'intégrale de P carré. C'est ce que tout à l'heure j'avais noté, c'est 0. De sorte que le critère, dès que j'ai fait ce choix-là, le critère de l'air, la condition nécessaire de l'air devient simplement que ceci est positif ou nul. Delta P à l'instant 0 vaut 0, puisque toutes les conditions initiales partagent la même condition initiale, à savoir P0. Sur le bord, je vais supposer que U s'annule, de sorte que si je connais A, j'ai une condition finale, j'ai une équation parabolique, j'ai une condition limite, le U est entièrement déterminé. Mais il me reste encore à choisir A.
Ça, bien entendu, je vais dire que c'est l'intégrale, ça c'est une intégrale sur D, c'est l'intégrale de 0 à t de l'intégrale sur D de D sur dt de U delta P. Quand j'intègre par partie, eh bien, enfin, l'intégrale d'une dérivée, ben, c'est les différences de la fonction aux bornes de l'intervalle. Donc, en 0, ça vaut 0 parce que delta P s'annule. Et à l'instant grand t, c'est exactement ce que je veux. Maintenant, je développe ceci. Donc, c'est l'intégrale double de du sur dt fois delta P. Alors, le du sur dt, vous voyez qu'il y a du Laplacien avec un signe du sur dt qui est moins 1,5 de Laplacien u. Et dans le dp sur dt, vous avez dp sur dt égale 1,5 de Laplacien delta p. Donc, et que u Laplacien delta p et Laplacien u delta p, c'est la même chose. Il y a un plus, il y a un moins, les Laplaciens s'en vont. Donc, je peux oublier les Laplaciens. Vous faites ça tranquillement, c'est le principe de l'état adjoint, c'est fait pour, c'est éliminer les termes linéaires. Bien. Alors, on continue, il nous reste tous les autres termes. Donc, dans le dp sur dt, vous voyez que vous avez ce grand paquet de divergences que je multiplie donc par u. Hein, c'est u dp sur dt. Donc, u multiplié par moins la divergence, ça devient donc gradient u fois tout le bazar, alpha delta p plus delta alpha p. Et là, j'ai tenu compte de la dérivée u dp sur dt. C'est tout ce qui me reste. Bien. Ensuite, j'ai du sur dt fois delta p. Du sur dt fois delta p, j'ai déjà dit que le Laplacien, ça va s'éliminer des deux côtés. Enfin, avec les deux contributions, il s'élimine. Donc, je l'oublie. Du sur dt, c'est moins a. Et donc, je retranche le moins a delta p. Et ce que je veux, c'est faire apparaître explicitement la dépendance en les variations. Donc, c'est ce terme-là qui est bon. En revanche, les autres termes qui sont en delta p, eux, sont dangereux. Ils sont dangereux parce qu'ils contiennent du delta p qui dépend de manière implicite de alpha. Et donc, je n'ai qu'à choisir grand A pour que ces termes disparaissent, puisque grand A est à ma disposition. Et donc, vous voyez que je vais tuer ce terme-là et ce terme-là si je choisis A égale alpha gradient U. Donc, premier choix. Et donc, je vais maintenant effacer tout ce bazar-là. Si je choisis A égale alpha gradient U, ce que j'aurais dû faire dès le démarrage, parce que c'est l'adjoint de cette partie linéaire. Bon, donc là, je l'ai fait lentement, c'était vraiment pas nécessaire, j'aurais pu le mettre et dire ces deux termes s'en vont. Et donc, le résultat des courses, c'est que ce que je récupère, c'est que c'est 0 est inférieur ou égal à la double intégrale de gradient U, P, delta alpha, c'est-à-dire bêta moins alpha. Okay, en d'autres termes, l'intégrale double de gradient UP alpha est inférieure à l'intégrale double de gradient UP bêta. Alpha est inférieur ou égal à L, et cette inégalité est vraie quel que soit bêta qui est inférieur ou égal à L. Donc tout ça, ben ça je le garde parce que c'était dans mon théorème, enfin dans ma proposition, et on va le voir apparaître. Bon, ben ça se résout à vue. Ça nous dit que alpha, il est dans la boule le point le plus bas pour cette intégration. En d'autres termes, alpha, il est donné par moins L gradient U fois P divisé par la norme de gradient U fois P. Les P s'en vont. Il reste gradient U, puisque P est strictement positif, divisé par gradient U. Et lorsque gradient U est égal à 0, ben, il n'y a aucune condition.
Donc ponctuellement, on voit qu'on doit avoir alpha égale moins L fois gradient U, divisé par gradient U, là où gradient U ne s'annule pas. Bon, donc on est dans une situation où on a bien retrouvé ce qu'on s'attendait à retrouver, à savoir un MFG. Donc il n'y a rien de nouveau là-dedans, une fois qu'on en est là, à part la structure un peu bizarre de ce coup, qui se traduit par un couplage entre la partie forward et la partie backward, la partie rétrograde, pardon, étant ici. Effectivement, une fois que vous avez moins L gradient U sur gradient U, vous reportez ça et vous récupérez évidemment ici plus L, la norme de gradient U égale à 0. Donc la proposition est démontrée. Et donc, on a compris que, en tout cas dans l'exemple 1, que dans l'exemple 1, disais-je, la minimisation sur les feedbacks fait assez naturellement apparaître un système d'optimalité qui est un système forward-backward, ce qui est normal pour des EDP, qui effectivement se trouve être un cas très particulier de MFG. Mais on aurait pu écrire ça sans jamais évoquer la théorie des MFG, c'est du contrôle optimal. Hein. Disons qu'à cause du MFG, comme c'est une situation où on réduit un peu la complexité, ou surtout on a un problème de contrôle optimal et équivalent, ce qui est éventuellement plus simple pour la résolution, notamment numérique, eh bien, donc on y est maintenant très habitué. Hein. Bien. Que dire d'autre dessus? Non, ça suffit. Hein.